il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent dans des projets à fond, à fond, à fond. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ça ne se calme pas. Non. Et qu'il faut partir. Voilà, c'est un marathon. Donc, ça ne sert à rien de partir comme un dingue et de mettre toute l'énergie, toute la santé, bosser jour, nuit, week-end. Voilà, ça ne va pas se calmer. Exactement. Très rapidement. Ouais. Donc là, évidemment, on ne pouvait pas travailler avec une couturière indépendante et lui dire il nous faut 1000 coussins pour dans un mois. Donc on a dû réfléchir tout de suite à industrialiser. Et en fait, on s'est tourné vers les fabricants d'oreillers. Et tu disais, on n'est pas inventeur. En fait, je pense qu'on est tous inventeurs. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? Est-ce que vous avez déjà fait un podcast, des choses comme ça ? Vous avez... Ah oui, je crois. Oui, mais pas avec un enregistrement en direct, c'était un enregistrement par téléphone. D'accord. Oui, Ok. à distance. Ouais. Ouais. C'est... J'évite de le faire, moi j'aime bien me déplacer parce que Oui. face à face est quand même sympa. Même si là on a eu de la chance parce que c'est pas courant qu'on se rejoigne. Moi je viens de Rennes. Ah oui. Donc c'est un peu... Mais c'est une chance. T'étais par là déjà et En fait, je me suis un peu calé. En fait, j'avais prévu, j'étais en contact avec l'autre personne que j'ai fait ce matin. Et quand on m'a proposé une date, je crois qu'on était en échange également sur le moment. Et je sais plus si c'est vous ou moi qui m'avez suggéré cette date. Et c'était une plage que Apolline m'avait... Oui, mais exactement là. Exactement. Et du coup, j'avais proposé cette date parce que justement, je venais sur Paris et je repars là à 18h, direction Rennes. D'accord. Parfait. Donc voilà, tout le goupille bien. Eh ben, je vous propose de commencer doucement. Déjà, merci Laurent et Muriel d'être sur le podcast Pourquoi. Bienvenue. Merci. Merci à toi de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Je suis très curieux de notre échange parce que je vais être très franc, j'ai rarement eu des personnes qui ont développé de manière industrielle, on dirait si c'est le bon terme, un produit de A jusqu'à Z. J'ai fait sur ce podcast, j'ai reçu quelques personnes qui s'occupent de produits. Je pense notamment à quelqu'un qui fait pas du recyclage, mais qui lave des bouteilles en verre et qui les remet en circulation, des choses comme ça. Mais je suis très curieux de comprendre la partie industrielle et comprendre un peu toutes les décisions qui ont pu émailler votre activité. Mais avant de rentrer dans ces détails, je vais vous proposer de vous présenter. Muriel, Laurent, qui êtes-vous ? Donc moi je suis Muriel et je suis cofondatrice avec Laurent et on a créé la marque il y a 6 ou 7 ans et puis on va te raconter ça tout à l'heure. Et moi je suis donc Laurent, je suis... donc peut-être on peut parler de notre parcours avant de démarrer en fait. Je vous souhaite, oui, bien sûr. En fait, on a fait tous les deux des études d'art appliqué. Donc l'art appliqué, pour les gens qui connaissent pas, en fait, il y a une partie, on va dire, design, et il y a une partie aussi tout ce qui est art graphique. Donc tout ce qui est lié à l'image finalement. Ça peut même être du multimédia, par exemple, des choses comme ça.
Et on a travaillé tous les deux pendant longtemps dans des agences de communication, du coup. Communication visuelle. Donc, en fait, on travaillait pour des entreprises, finalement, comme la nôtre aujourd'hui, qui ont besoin de communiquer à leurs clients avec des images. Et donc, on était dans ces entreprises, dans ces agences, on travaillait pour créer les visuels qui pouvaient accompagner la marque et les messages. Et voilà, et puis après, on a travaillé une partie, quelques années en tant que freelance, en ayant quitté les agences. Oui, du coup, en agence, on avait plutôt des clients grands comptes, vraiment des grandes industries. Et puis, quand on s'est mis en freelance, là, c'était plus des jeunes entreprises qui se lançaient, justement. D'ailleurs, j'ai cru voir sur vos parcours des choses qui m'ont rappelé avec du flash. J'ai vu, oh. Je suis ouf. Alors moi, j'ai connu que la fin. Il était flash. Mais oui, Ouais. c'est quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, ouh. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot-là. C'est... Mais ouais, exactement. Et du coup, après, voilà, quelques années en freelance. Et puis, un jour, on est parti en vacances. Gros voyage en voiture jusqu'en Bretagne, Finistère, Sud. Très belle région. Hein. Très belle région. Mais 8h30 de route depuis Toulouse. Donc, on a acheté un coussin en forme de U qu'on trouve un peu partout, là, dans les stations-service, les gares, les aéroports. Et puis, personne n'a dormi avec. Parce qu'on a... Oui, on a 2 enfants. Donc, On était des jeunes parents fatigués. On espérait se reposer un peu pendant ce trajet et c'était un échec. Échec total, personne n'a dormi avec. Et sur le chemin du retour, on s'est dit, tiens, mais on va se fabriquer un coussin pour la voiture, pour les passagers, pour pouvoir dormir correctement, en étant bien installé. Et en discutant dans la voiture, on a inventé le premier coussin de la marque, qui s'appelle Isidore, et qui, au départ, était en fait tout simplement conçu pour nous. Hein. En fait, on s'est dit qu'on allait en faire un pour nous, pour la voiture. Et puis, très vite, les gens étaient intéressés autour de nous. Voilà, puis plein de choses. Oui, ça nous a amusés et occupés pendant le chemin de se dire, mais enfin, on doit bien pouvoir inventer quelque chose de pratique, de joli pour la voiture. Et puis, mais voilà, finalement, de fil en aiguille. Et comment vous analysez le fait que, ce que j'avais un peu, je crois, sur une interview que vous aviez faite, c'est en fait qu'il y a ce produit n'existait pas, alors que ce fameux truc en U autour du cou, on l'a tous acheté. Dès qu'on a un peu voyagé, on a tous constaté que ça ne fait pas grand-chose. Du moins, c'était pas très très pratique. Et qu'en fait, il n'y a pas de produit qui a été adapté avant ce que vous avez proposé. Comment vous analysez ce manquement, en fait? Alors moi, l'analyse que je fais, c'est que la différence, ce qui s'est passé, c'est que comme on avait notre bagage art appliqué, en fait, on a eu, pour l'inventer, une démarche de designer. Et une démarche de designer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le coussin en U, c'est un objet qui est censé fonctionner dans toutes les situations. On vous dit, mais en fait, vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez prendre le train, l'avion, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, n'importe où. Et souvent, ce genre d'objet, en fait, il fonctionne nulle part. En tout cas, le fait qu'on veuille qu'il fonctionne partout fait que, en fait, la fonction est très, très médiocre. Voilà. Et donc, nous, en fait, on a fait le contraire. On a une démarche de designer. Une démarche de designer, c'est, en fait, au lieu de se dire, je vais faire un objet qui va marcher dans toutes les situations, on dit non, pas du tout. On dit, qu'est-ce qui se passe si je fais un coussin pour une voiture? Quand on est dans une voiture, on est dans un environnement très particulier. On est sur un siège qui est très spécial, avec un appuie-tête séparé du siège. Sous l'appui-tête, il y a des petites barres. Et donc, cet environnement permet de faire un coussin qui va s'accrocher, par exemple, à l'appui-tête. C'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est un environnement très spécifique. Et c'est vraiment ça la démarche de designer, c'est de partir d'un environnement précis, d'une situation, et de concevoir l'objet qui va être le plus efficace dans cette situation-là. Et moi, je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est que, voilà, en partant de vraiment cet environnement, en fait, on crée un objet qui remplit complètement sa fonction. Et du coup, qui est vraiment efficace, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment la première caractéristique.
Et après, très vite, en fait, ce qui a fait la différence, c'est les matériaux. C'est-à-dire que tout de suite, on s'est dit, mais en fait, il faudrait que ce soit confortable comme un oreiller. Et donc, on est allé chercher des matériaux de literie. Voilà. Donc, Oui, pas des microbilles. On ne voyait pas comment la microbille pouvait être confortable. Nous, on voulait retrouver le même confort que dans notre lit, en fait. Ce qui est mieux. Ce qui est un bon argument dans l'argument. Ah ouais, c'est ce qui est. Donc, vraiment, le coussin de voiture là qu'on vend, c'est du coton. Et en fait, à l'intérieur, c'est du garnissage d'oreiller. Utilisé par les gens qui font les fabricants d'oreillers. Professionnels de la literie qui utilisent ce matériau-là. Donc, en fait, on a du coup dans la voiture un petit oreiller. Oui, puis il y a un côté hyper réconfortant. Après, on a travaillé le design, les motifs. On voulait vraiment un objet qui fait plaisir à avoir, qui devient un peu le doudou des voyages. On ne voulait pas. L'objet qu'on avait acheté, c'était un coussin en tour de cou, gris, basique, moche. Il n'y a aucun lien affectif en fait à cet objet. Et comment on passe d'une volonté lors d'un trajet, on imagine un produit, on le fabrique soi-même avec ses petites mains, à déjà en parler autour de soi. Je suppose que vous avez dû en parler autour de soi si des gens étaient intéressés, et à se dire, tiens, il y a un truc à faire, on va lancer une boîte et on va le produire de manière industrielle. Il y a un gap qui est assez phénoménal. Oui, tu peux peut-être raconter ton anecdote coaching. Oui, c'est vrai, ouais. Oui. Ben oui, en fait, moi, au tout début, au moment où on a inventé ce premier coussin, j'ai une amie qui, en fait, qui faisait une formation de coaching, et en fait, qui m'a proposé, en fait, d'être cobaye, entre guillemets, parce que pour valider son année, elle devait faire du coaching avec des gens autour d'elle. Et en fait, donc, j'ai profité de cette occasion. Parce que moi, j'étais à un moment où finalement, je tournais un peu en rond, je faisais de la gestion de projet. Bon, ça m'intéressait un peu moins. Et donc, je commençais à me poser des questions sur, éventuellement avoir une autre activité. Et en fait, il s'est présenté, c'est arrivé exactement au même moment. Et voilà, exactement. Et ce qui était hyper intéressant, c'est du coup, tout de suite, elle m'a dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que toutes les semaines, tu vas te donner un objectif pour la semaine d'après. Et comme donc il y avait, en discutant, elle m'a dit, est-ce que tu as des choses en ce moment qui pourraient faire l'objet comme ça, d'un suivi où on se donnerait un objectif toutes les semaines pour faire avancer le projet, quoi. Donc j'ai dit, écoute, on vient de penser à un objet, voilà, on a inventé ça, et on se dit peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Oui, puis on l'avait fait tester, on avait un bon retour. Les gens autour de nous avaient rencontré la même problématique, donc on se disait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et que ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes. Voilà. Et donc ça s'est fait, en fait, on a fait vraiment un système de pas à pas, semaine après semaine. Elle m'a dit, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire comme première étape? Là, vous avez l'objet, mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour effectivement étudier la question, déjà poser la question de est-ce que ça peut devenir une entreprise, en fait. Donc, on a commencé comme ça, tout doucement. Elle m'a dit, peut-être essaye de contacter des gens qui sont dans le commerce. Donc, moi, la première semaine, j'ai fait ça, par exemple, contacter des gens qui avaient l'expérience de la création d'entreprise. Après, elle m'a dit, mais d'ailleurs, il doit y avoir une question aussi de protection de l'invention. Donc, la deuxième semaine, j'avais pour objectif de contacter un conseiller à l'INPI. Voilà. Puis la troisième semaine, d'aller le rencontrer. Et puis la quatrième semaine, on s'est dit, peut-être qu'il faut du coup déposer un brevet, parce que si une invention qui n'est pas protégée, c'est pas très utile. Voilà. Et puis voilà. Vraiment, ça s'est fait étape par étape. Rapidement aussi, en fait, on s'est retrouvé à la période de Noël. Et on a eu une occasion de participer à un marché de Noël. Et là, Oui, à Toulouse, dans un joli lieu au 55, à l'espace Cobalt. C'était un joli marché. Et on s'est dit, on va tester le produit, parce que ça a l'air d'intéresser les gens autour de nous. Mais est-ce que réellement, sorti du cercle d'amis proches, ça va aussi intéresser? Et voilà, c'était la première fois qu'on commercialisait le coussin. Et ça a hyper bien marché. Le cas que j'avais posé, c'est... Ouais, ça, c'était un super test, ouais. Parce que vraiment, on s'est posé, c'était 2 jours.
et on a vendu tout ce qu'on avait. Et les gens, surtout, étaient hyper intéressés. Là, quand on voit les gens en vrai, parce que nous, on était un peu spécialistes, entre guillemets, du site web, Oui. que c'était notre métier, quoi. Et commerce, Tout de suite, on partait sur le site internet, la vente en ligne. Et en fait, le marché de Noël, c'était un super moment pour voir l'appétence des gens par rapport aux produits. Et éventuellement, les retours qu'ils pourraient y avoir. Les réactions indirectes, les retours, ça reste toujours des super moments quand on rencontre vraiment les gens qui peuvent tester, Ouais. de voir ce qu'ils en ressentent, quoi. Mais du coup, ça veut dire que pour ce moment-là, pour ce marché de Noël, vous avez dû quand même en produire. Oui, on a fait travailler une couturière indépendante D'accord. qui nous a fabriqué une pré-série, un petit stock, voilà, qui nous a permis de tester Et le produit. comment on a... Alors, j'aimerais bien me pencher un peu plus sur le produit en lui-même, parce que entre l'imaginer Oui. dans une voiture et le faire réaliser, il y a souvent des itérations, des essais, des réussites. Comment vous avez abordé ce process dans un premier temps? Mais nous, déjà, on a travaillé le prototype à la maison. Moi, j'avais une machine familiale, donc c'est vrai que dès qu'on est rentré de vacances avec cette idée-là, on a vite fait un premier proto. Et finalement, il y avait rapidement l'ADN de la marque dedans et on a fait, en tout cas sur la forme, le système d'attache et tout ça, il y a eu très peu de modifications. Après, en l'industrialisant, oui, il y a eu d'autres modifications. Mais finalement, l'objet d'aujourd'hui est très, très, très proche du premier proto. On a réussi à le réduire en taille, enfin voilà, on l'a amélioré, mais en fait... Ouais. Par contre, c'est vrai que ça nous a obligés à nous assez vite nous immerger dans l'univers du textile, parce que par contre, nous, on n'avait pas de connaissances particulières dans cet univers-là. Muriel, effectivement, elle faisait un peu de couture à la maison, mais très vite, on s'est rendu compte que la couture à la maison, ça n'a pas grand-chose avec la couture industrielle. C'est quand même une autre dimension, c'est d'autres machines, c'est d'autres... Et puis surtout, il y a une connaissance technique, Oui, ce qui est vraiment très particulière sur les matières, la manière de construire l'objet, la résistance. la résistance des matériaux, enfin plein de choses, quoi. Et là, on a été obligé de très vite en fait apprendre. Alors évidemment, au début, on a fait plein d'erreurs, plein de bêtises dans le choix choix des tissus, voilà. Et puis surtout, en fait, on avait une démarche qui était complètement empirique, et on a fait notamment, je me souviens parfois des choix de tissus qui étaient plus des choix de coup de cœur, en fait, mais qui finalement pouvaient poser problème après en confection, parce que par mes connaissances après la technique, bah en fait des fois effectivement il y a des tissus qui sont très beaux, mais suivant ce qu'on fait, ils sont inutilisables ou difficilement utilisables en confection, quoi. Sur Ça s'apprend. J'imagine que là, notamment ce produit-là doit être quand même soumis à quelques contraintes, pas phénoménales, mais comme des contraintes de l'usage, parce qu'il doit être, je m'en s'enlever, se remettre, le trimballer. Notamment avec la sangle, il faut que ça soit résistant, qu'on puisse avoir... on peut tirer sur le coussin sans que ça arrache la sangle, donc... Ben, on peut donner une petite anecdote là-dessus, c'est qu'au début, on a trouvé une sangle qui était une sangle assez fine, coton, parce que voilà, ça nous plaisait, et elle nous semblait très bien hein, au départ. Et bon, assez vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver mieux. Et on a trouvé un tisseur de sangle en France qui fait en fait des ceintures de judo, notamment. Oui. Et donc, on lui a demandé de nous tisser une sangle qui est en fait de la ceinture de judo, exactement pareil, même caractéristique, même tissage, mais plus étroite. Donc, la sangle qui est sur le coussin de voiture, c'est en fait une mini ceinture de judo. Et résistante. voilà, qui est ultra résistante, et surtout qui tient très bien parce qu'il y a une boucle de réglage en métal. Et le problème qu'on avait avec l'ancienne sangle, qui était assez fine, c'est que la boucle se déplaçait. Voilà, et là, ça se produit plus. Mais ouais, en fait, vraiment, c'est venu petit à petit en faisant des essais, en faisant des recherches, surtout de fournisseurs.
Et d'ailleurs, finalement, c'est peut-être aussi le fait qu'on n'était pas expert dans ce domaine qui nous a poussé à rechercher à chaque fois toujours le matériau le plus adapté et puis se prendre au jeu de trouver des fournisseurs, des fabricants français. On a appris beaucoup de choses et du coup, on a beaucoup cherché quels pouvaient être tous les matériaux adéquats au projet. Et il y a deux choses, il y a deux choses que je voudrais revenir, mais c'est pour vous n'êtes pas fait accompagner des fois par des personnes connaissant le monde du textile ou des choses comme ça dans de cette création ou Non, pas vraiment. En plus, en se lançant dans le coussin, bon, je ne sais pas si tu connais d'autres entreprises françaises qui font du coussin, fabriqué en France et tout ça. Enfin voilà, c'est un domaine très particulier. En plus, là, on démarrait avec un coussin de voyage, pas un oreiller qu'on garnit comme ça, de manière industrielle. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses à inventer. Et on l'a vu aussi après dans le processus, quand on a créé l'atelier de fabrication, on invente toutes nos méthodes de travail, en fait. On développe un vrai savoir-faire maintenant. Mais peut-être qu'on peut effectivement parler de ça, c'est intéressant, c'est en fait tout le process qu'il y a eu entre, tout à l'heure Muriel disait, première série au marché de Noël, on fait fabriquer quelques dizaines de coussins à une couturière indépendante, mais évidemment après il y a un processus industriel qui est complètement différent et qui s'est fait vraiment petit à petit. Progressivement, oui. Donc effectivement, la première série, c'est une couturière indépendante qui fait tout. Elle confectionne, elle garnit, elle ferme les coussins. Bon voilà, c'est vraiment toutes les étapes. Et puis nous, à un moment, alors si je résume rapidement, en fait, on s'est retrouvé embarqué dans une émission télé qui s'appelait Mon invention vaut de l'or sur M6. Oui. On a gagné cette émission et c'était quelques mois après seulement. Vraiment, un temps à travers court, 6 mois après le marché de Noël. Oui, l'émission passée à la télé et du coup, ça nous a un peu propulsé. Ah ouais, et puis surtout, le partenaire de l'émission, c'était Cdiscount, et on a gagné une commande de 1000 coussins. Ce qui était énorme pour nous. Voilà, oui. Ce qui pour l'époque était complètement vertigineux pour nous. Sur lequel il faut répondre rapidement. Très rapidement. Ouais. Donc là, évidemment, on ne pouvait pas travailler avec une couturière indépendante et lui dire il nous faut 1000 coussins pour dans un mois. Donc on a dû réfléchir tout de suite à industrialiser. Et en fait, on s'est tourné vers les fabricants d'oreillers. On s'est dit, en fait, les gens qui fabriquent des oreillers, ils ont en interne les machines et la matière première pour garnir. Et ça nous paraissait être le plus important. Parce que par rapport à un coussin, c'est quand même finalement ce qui fait la caractéristique du coussin, le garnissage. Donc, on est allé chercher dans cet univers-là. On a trouvé une usine dans le Nord, à Charleville-Mézières, à qui on a dit, voilà, on va vous donner en fait la gamme de montage, c'est-à-dire en fait le mode d'emploi pour fabriquer un coussin, et on va vous faire livrer les tissus, et puis vous fabriquerez, vous garnirez, et puis vous nous les renvoyez. Ça a fonctionné un peu, mais assez vite, on s'est rendu compte que les gens qui font des oreillers, en fait, ils ont effectivement cette compétence du garnissage, mais c'est pas des confectionneurs. La confection, c'est vraiment un univers à part, et c'est vrai que ça demande des compétences quand même de technique. Oui, l'oreiller classique, c'est très basique. Après, c'est glissé dans une jaunité. Voilà. C'est pas votre cas en plus. Non, pas du tout. Non. Donc on était quand même hyper déçus. Ouais. On a des formes complexes, nous, et puis aussi, on a une caractéristique très différente par rapport à en fait, l'univers du coussin en général. C'est qu'un coussin, très souvent, il y a le coussin et la T, la housse, par-dessus. Nous, nos coussins ne sont pas déhoussables. Nous, en fait, on construit le coussin entièrement parce que en fait, tous les coussins passent à la machine à laver. Donc ça sert à rien de faire du coussin déhoussable. Et surtout, le fait que ce soit déhoussable, ça ferait un surcoût énorme en termes de fabrication et donc de prix final. Donc on a résolu ce problème comme ça. Mais donc, s'il n'y a pas de housse, ça veut dire que la couture extérieure doit être parfaite. Parce que pour le client, pour que ce soit joli. Et donc, voilà. Donc on s'est assez vite rendu compte que c'était pas jouable avec ces fabricants d'oreillers. Donc, c'est la première étape. Assez vite, on a abandonné. Et on s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confectionner les coussins à un atelier de couture
Et une fois qu'ils seront confectionnés, on enverra à cette entreprise qui pourra les garnir et les fermer. Ok. Donc ça a été une deuxième étape voilà, dans le processus de fabrication. Et puis, à un moment, on s'est dit, mais en fait, on pourrait, nous, faire le garnissage. Parce que si on a la matière première, on pourrait garnir à la main, en fait, les coussins, et les fermer. Parce que ça, il suffit d'avoir une machine à coudre et faire la fermeture. Donc, c'était une troisième étape, où là, on avait un atelier de confection qui fabriquait, à côté de Pau, en fait. Et puis, on achetait le garnissage, et voilà. On a fait une étape transitoire, où on s'occupait du garnissage et de la fermeture des coussins. Et puis, en fait... Oui, bien en parallèle, on a quand même continué à créer d'autres modèles. Oui, évidemment, parce que ouais, la gamme 7 a des années, évidemment, on n'est pas resté que sur le coussin de voiture. On a créé des coussins pour le confort de la tête, toujours, mais donc à la maison, en extérieur, sur les chaises longues, les transats, des choses comme ça. Et puis aussi pour le voyage, en dehors de la voiture, on a fait un coussin spécifiquement pour le train et l'avion, par exemple. Voilà. Donc on a petit à petit développé la gamme, mais donc surtout ce processus de fabrication a évolué. Et donc on est arrivé à une étape un peu ultime, qui est celle d'aujourd'hui, où en fait on s'est dit, mais en fait on pourrait carrément créer notre atelier et intégrer toute la fabrication, donc confection, garnissage, fermeture du foin. Oui, ce qui nous permettait de travailler plus facilement sur la conception, la R&D. Et là, avec les allers-retours qu'il y avait avec l'atelier de fabrication, quand on voulait tester quelque chose, c'était un peu long. Oui, parce que avant que vous mettiez en place votre outil industriel, je suppose que c'était, pardon, 1, 2, 3, je suppose que c'était des sous-traitants à Pau, et enfin dans le Nord, oui, mais donc à chaque fois, ça veut dire des relations. Et voilà, et du délai. Là, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait l'atelier de Pau qui confectionnait les coussins vides, et nous, on avait une personne pour les garnir, une couturière pour les fermer. Donc, en fait, on faisait la moitié des étapes, et la première partie était réalisée ailleurs. Qu'au bout d'un moment, on s'est dit, non, mais on va tout intégrer. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui est déterminant, en fait, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que la sous-traitance, il y a deux choses qui sont très compliquées en sous-traitance. La première, c'est la gestion des délais de livraison. Parce que, imaginons, ça nous est arrivé, il y a un passage télé, et alors là, tout d'un coup, on fait plein de ventes, mais quand on est en sous-traitance, ça, c'est très complexe de gérer ça, parce que le sous-traitant, il travaille pas que pour nous, et on peut pas lui dire, bah ouais, mais là, tu vois, on a tout vendu, il faut très vite que tu nous envoies des produits. C'est très compliqué pour eux de gérer ça. Et le deuxième problème qui est important en sous-traitance, c'est l'engagement sur les volumes. Quand on travaille avec un sous-traitant, évidemment, on est obligé de lui dire à l'avance le volume qu'on voudra. Donc, c'est des projections qui sont assez complexes à gérer. Et finalement, quand on a son propre atelier, en fait, on est beaucoup plus souple. Oui, on peut être un peu Beaucoup plus direct. facile. Je vais dire, oui, presque tu as travaillé en flux tendu. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. Alors, au début, en fait, on a changé pour ça, pour ces deux raisons. Et en fait, la cerise sur le gâteau, en tout cas, ce qui est extraordinaire, en fait, dans le fait d'avoir créé notre propre atelier, c'est que c'est allé beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on s'est rendu compte que quand on crée son propre outil de production, en fait, on peut intégrer un vrai espace de recherche et développement, parce qu'en fait, on a tout sous la main. Il y a toutes les machines, il y a tout l'espace pour couper les tissus, pour expérimenter. On a la machine de garnissage, en fait, tout est là. Donc, en fait, c'est très facile de faire des prototypes. On peut passer des semaines à prototyper. C'est hyper simple. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose qui est hyper importante pour nous, et moi, aujourd'hui, c'est vraiment le truc dont je suis le plus fier et heureux, quoi, c'est que, en fait, on maîtrise complètement notre savoir-faire et on a développé un savoir-faire. Tout à l'heure, on disait les fabricants de coussins. L'univers du coussin, c'est un univers à part qui n'a rien à voir avec l'habillement, par exemple, parce que c'est pas les mêmes techniques de confection. Et nous, en fait, avec cet atelier qu'on a créé de toutes pièces,
bah, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait créé un savoir-faire et qu'on a inventé nos manières de fabriquer. Et ça, vraiment, c'est génial. Parce que quand on a un sous-traitant, eh ben, on n'a pas la maîtrise du savoir-faire. Il ferme, vous perdez le savoir-faire. Ah, exactement, exactement. Ouais, ouais. Et le savoir-faire démarre à la partie recherche et développement. Donc, du coup, tout avoir en interne, recherche, développement, fabrication, c'est une richesse incroyable. Nous, des fois, là, dans le processus de fabrication, on fait des améliorations sur le produit qui sont presque continues. Même un produit qui est vieux en termes, enfin, entre guillemets, qu'on a créé il y a longtemps, ben, des fois, on peut être amené à l'améliorer comme ça, des années après, parce qu'on se rend compte que dans le processus de fabrication, ah ben tiens, mais là, on pourrait faire différemment. Ah, mais là, ça pourrait être plus joli de faire comme ça. Voilà. Et ça, on est hyper actif là-dessus. Et si on était en sous-traitance, ça se verrait pas. Enfin, on ne pourrait pas détecter ces choses-là, en fait. Ou alors, il faut que vous fassiez la R&D, vous l'enseignez aux sous-traitants, ça veut dire que vous transmettez un savoir qui ne vous est pas propre, Ouais. fait qui est propre, mais vous partagez, et puis après, pour qu'ils vous le fassent. Oui, mais même pas, parce que le sous-traitant ne va pas nous faire remonter. Oui, voilà. Parce que lui, bah, en fait, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Oui. Voilà. Et alors ça, en plus, c'est un gros défaut aussi de la sous-traitance, c'est que nous, on optimise tout le temps notre processus de fabrication pour deux raisons. C'est que on veut que ça prenne le moins de temps possible de fabriquer un coussin, parce que sinon le prix, évidemment, augmente. Et la deuxième raison, c'est le confort de nos salariés. C'est-à-dire que des fois, on fait des modifications qui sont des modifications de confort de fabrication pour les aider à être plus à l'aise dans la confection ou dans le garnissage, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on fait évoluer. Et ça, un sous-traitant, il y a qu'un moment, il se pose la question de ça. Et donc, c'est hyper important. Nous, vraiment, c'est une richesse incroyable. Et je vais mettre les pieds dans le plat parce que vous l'avez évoqué, c'est le coût également. Oui. On a vécu 15 ans dans le textile où ils sont partis à l'autre bout de la planète produire. Ça aurait pu être une possibilité, je suppose, pour vous, quand on parlait de sous-traitants. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, quand vous avez parlé de rechercher des sous-traitants, vous avez tout de suite dit en France. Oui. Donc, en fait, dès le début, vous avez une démarche de rester en France, qui n'est pas très commun pour de l'industriel, notamment textile. Ouais. D'où vient cette un peu appétence de vouloir rester en France? Alors, pour être très honnête, en fait, nous, au début, alors nous, on a des enfants. On est un peu quand même sensible au futur, du coup. Futur qui est un peu, voilà, le sujet est un peu brûlant sur toute la partie éco-responsable, réchauffement climatique et compagnie. Donc, au tout départ, le Made in France, pour nous, c'était en fait une question d'éco-responsabilité. C'était de dire, on fabrique au plus près du client, du consommateur final, pour éviter en fait le transport. Ce qui était une bonne intuition parce que transporter un coussin, en fait, ça coûte cher en empreinte carbone parce que c'est un produit qui est très léger mais volumineux. Ouais. Donc c'est un peu le pire, quoi. C'est pour ça que par exemple, je donne l'exemple parce que ça parlera aux gens, les peluches. Il faut savoir que la très grande majorité des peluches qu'on achète dans le commerce ici, en fait, elles arrivent par paquebot d'Asie et en fait, elles sont écrasées comme des tapis. C'est juste en fait un tissu confectionné. Elles sont vides. Et quand elles arrivent en Europe, elles sont remplies. Parce que sinon, en fait, les volumes seraient vraiment délirants, quoi. On transporterait des bateaux entiers de trucs qui seraient hyper légers. Donc voilà. Donc au départ, moi, c'est vrai que quand on en parlait, c'était surtout ça, la partie éco-responsable. L'an dernier, j'ai fait une formation sur l'empreinte environnementale. Je me suis rendu compte que le transport était une toute petite partie de l'empreinte environnementale. C'est pas déterminant. Mais, donc bon, on pourrait se dire, finalement, Made in France, sur cette partie-là, c'est peut-être moins important. Mais pour des coussins, c'est quand même significatif. Après,
ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui était chouette, c'était la création d'emplois. C'est-à-dire que malheureusement, quand on conçoit un objet et qu'on le fait fabriquer ailleurs, c'est des emplois en moins pour du local, quoi, aussi. Donc nous, voilà, très vite, ça nous a quand même bien plu, cette idée de pouvoir créer des emplois et constituer une équipe autour de nous avec vraiment la partie production. Et Ouais, mais tout ça rentrait dans le projet. Puis on s'en est vite rendu compte parce qu'au début, il y en a qui nous disaient: «Oh, mais faites fabriquer en Chine, ça me coûtera moins cher». Et en fait, très vite, on s'est rendu compte tous les deux que non, c'était hors de question. En fait, ça paraissait assez évident qu'on voulait vraiment créer ce projet, à la fois pour ses valeurs écologiques, mais aussi pour le projet lui-même. C'est quelque chose qu'on voulait partager. On ne voulait pas travailler que tous les deux dans notre coin et puis avoir un atelier de fabrication à l'autre bout du monde. C'était pas le projet. D'autant plus que, et là je parle un peu, alors pas d'expérience, mais plutôt parce que j'ai un ami qui travaille dans le luminaire, et le luminaire est énormément fabriqué en Chine. Du moins le luminaire qu'on va retrouver dans des marques comme Leroy Merlin, des choses un peu accessibles facilement, on va dire. Et lui travaille dans une entreprise chinoise, lui il est designer, et il m'explique la difficulté de travailler avec des entreprises chinoises pour qu'elles fassent confiance, les allers-retours, les compréhensions. Et je pense que les problèmes que vous avez eus avec, ou les difficultés, pas forcément difficultés, mais la relation que vous avez eue avec un sous-traitant en France en parlant la même langue, en ayant la même culture, Imaginons à l'autre bout du monde. c'est dupliqué. On ne voulait pas s'engager là-dedans. non. Ouais, je peux comprendre. Et par contre, alors effectivement, cette question du Made in France, comme disait Muriel, on a plein de gens autour de nous qui disaient: non mais vous êtes dingue, fabriqué en Chine. En fait, ce qui est fou, c'est que quand on a commencé à poser ces questions-là, la réponse, c'est toujours fabriqué en Asie parce que c'est moins cher et parce que vous ne pourrez pas faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un coup près. C'est-à-dire qu'on dit: ben voilà, non, de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que ce ne sera pas possible. Et ça, c'est terrible parce que vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est devenu comme une sorte d'évidence, mais qui est une évidence qui est fausse, quoi. Parce que, là, pour le coup, on est là pour le démontrer. C'est faux de considérer qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, pour pouvoir y arriver, il faut envisager les choses différemment. Et nous, ce qui nous est arrivé, ce qui a été déterminant, c'est qu'en fait, on a lu le livre de Thomas Uriez, qui est le fondateur de la marque de jeans 1083. D'accord. Qui a écrit un bouquin où il a partagé son expérience justement de comment il a réussi à créer une entreprise qui fabrique des jeans en France. Et en fait, donc le bouquin s'appelle, je crois, Remade en France, ou Remade in France. Okay. Et donc, il raconte comment il a envisagé la chose. Et en fait, on se rend compte que, en fait, c'est tout à fait faisable, mais il faut changer de regard. Et surtout, il faut envisager les choses différemment dans le circuit de vente. Et en fait, le retournement, c'est exactement comme celui qu'il y a eu, par exemple, en agriculture bio, ou par exemple comment on appelle, on peut acheter des légumes directement, les AMAP, exactement. Dans les AMAP, c'est l'idée que, en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. On vend directement au client final, et notamment en ligne. Voilà. Oui, le renversement, c'est économique. Voilà, c'est Internet en fait. C'est vrai que là, la bascule, elle se trouve là. Et on se rend compte que effectivement, on fabrique en France, on a un coût de fabrication beaucoup plus important. Et en plus, nous, on utilise des matériaux souvent qui sont plus chers, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Hein. La résistance, le fait que le produit soit plus durable, on n'en a pas parlé, mais le garnissage de nos coussins, qui est en fait du plastique recyclé, collecté dans les rivières, donc en fait qui contribue à la protection des océans, et ça coûte 3 fois plus cher que le même fabriqué avec du plastique neuf. Voilà, donc en fait, c'est l'un des efforts, Ce qui est une hérésie d'ailleurs, mais... Alors en fait, en même temps c'est une hérésie, en même temps c'est une réalité, parce que ça demande plus de travail, parce qu'il faut retraiter le plastique, il faut le trier, le laver, tout ça.
Mais voilà, on fait plein d'efforts et il y a des choses qui sont coûteuses, mais il n'empêche que c'est tout à fait réalisable si on vend ce produit-là en fait à notre client en direct. Aujourd'hui, vous avez en termes de vente uniquement le e-commerce? Parce que là, aujourd'hui, on se rencontre à Paris, vous êtes sur un salon, le salon du Made in France. Le concours Épine. Le concours Épine sur la foire de Paris, mais on a déjà participé au Made in France, effectivement. Là, on fait 80% de notre chiffre d'affaires via le site internet. Ok. Ensuite, on a à peu près 150 revendeurs un peu partout en France. Donc là, c'est des jolis petits concept stores qui revendent nos produits. Puis après, on a fait des fois des choses un peu plus événementielles, par exemple au BHB, mais bon, ça va être sur une période, quelques mois, et on participe à quelques salons. Alors, c'est quand même assez coûteux de participer à des salons, donc on n'en fait pas beaucoup, on les choisit bien. Et là, c'est pas mal aussi parce que ça permet de rencontrer un autre public, des personnes qui vont pas forcément nous découvrir sur Internet, et voilà, qu'on peut rencontrer à ce moment-là. Donc, on ne vend pas que nos produits, on vend la marque vraiment sur les salons. Et j'aimerais bien revenir sur un point, parce qu'on est passé assez vite, c'est que, effectivement, au tout début, on a parlé de l'appui tête pour la voiture. Après, vous avez évoqué le fait que vous avez développé une gamme d'un certain nombre de produits. D'ailleurs, moi, celui qui m'a un peu fait sourire, parce que je me suis dit, ah, ça va quand même loin. J'ai vu, je crois, quelque chose pour un voilier. Ah oui, Ce qui est dans le bateau, au coussin de bateau, parce que je me dis, oh, ok, ça va très loin, c'est top. Et comment vous... En fait, ma question, c'est comment je pourrais tourner ça? C'est en fait dire, à la base, vous n'êtes pas inventeur, j'ai envie de dire ça. Ouais. Comment vous avez trouvé une réponse à un problème qui était le coussin de tête dans la voiture? Comment ça vous est venu cette idée de décliner, en fait? Parce que vous auriez pu dire, nous, on a un produit, on propose différentes variations, ça marche bien, voilà, fini. Alors qu'il y a quand même une volonté. Et en fait, c'est ça que depuis tout à l'heure que j'essaye aussi de creuser, c'est parce qu'il y a une vraie... il y a cette envie, moi j'appelle ça cette envie entrepreneuriale, j'ai l'impression chez vous, qui fait que vous n'avez pas juste découvert un truc, mis en vente, et puis ça marche bien, et puis vous proposez des choses acquises. J'ai l'impression qu'il y a toujours une volonté d'aller plus loin, d'améliorer le produit, des choses comme ça. Et c'est ça que j'aimerais bien savoir, d'où ça vient pour vous, cette, je vais parler d'étincelle, mais c'est cette Alors, envie. de nos profils ouais, créatifs exactement. de Ouais. base. Moi, je pense que c'est vraiment la partie créative. C'est ce qu'on aime faire. Et tu disais, on n'est pas inventeur. En fait, je pense qu'on est tous inventeurs. À partir du moment où on commence à détecter un besoin qui est pas clairement rempli, enfin, où il n'y a pas vraiment de solution qui est proposée, ou par exemple, on détecte un problème dans un objet distant aussi. Voilà, dès qu'on commence à se dire, ah mais non, mais ça c'est pas très bien fait, ou ça remplit pas bien sa fonction. Moi, je pense qu'on est tous un peu inventeurs. Après, effectivement, on vient d'un univers créatif, quoi. Donc on a toujours cette envie-là de créer des choses. Et on a un grand plaisir moi, la partie recherche et développement, enfin, on se régale, quoi. Et j'adore avoir une nouvelle, recevoir un nouveau message d'un client, d'une cliente qui dit, ah oui, est-ce que vous pourriez nous faire un coussin Voilà, là, on vient présenter au concours Lépine le coussin d'allaitement. C'est exactement ce qui s'est passé. On a des clientes qui adorent nos coussins, qui sont mamans ou futures mamans, qui nous ont dit, ouais, ce serait chouette que vous travailliez sur le coussin d'allaitement, parce que bon, ce qu'on a sur le marché, c'est pas super. Bon, voilà, ce serait intéressant que vous puissiez proposer autre chose. Et là, c'est génial, c'est un défi, quoi. Et donc là, ça active tout un tas enfin, une envie, quoi, de répondre à un besoin et d'inventer quelque chose, quoi. Oui, j'allais ajouter que c'était un peu transposé finalement au travail qu'on réalisait quand on était en agence de communication. T'as un client qui arrive, il a une problématique, il faut trouver la meilleure solution, mais aussi en empruntant des choses à d'autres univers, ne pas avoir peur d'emprunter des choses
à des univers complètement opposés, de s'inspirer de choses très différentes et voilà, avec l'envie de trouver la meilleure solution. Et il y a un peu de ça. On a toujours plein d'idées. On ne peut pas s'empêcher, quand on détecte quelque chose où on pourrait inventer un coussin pour améliorer la situation, pour apporter plus de confort. On ne peut pas s'empêcher de chercher la solution, résoudre cette problématique, l'étudier à fond, comme on faisait en agence, où il fallait qu'on connaisse parfaitement le sujet et le secteur du client pour ensuite arriver à trouver une solution. C'est un peu un processus. Oui, et il y a aussi une autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte en travaillant que, en fait, le confort de la tête, c'est un domaine que les designers n'ont pas vraiment investi. Oui. C'est-à-dire que les designers, ils ont énormément travaillé sur les fauteuils, canapés, les transats, les chaises longues. Il y a eu évidemment des quantités de modèles. Les designers travaillent énormément aussi sur la partie literie, les oreillers, les matelas. On a même maintenant des gammes en literie. Ils sont allés chercher jusqu'à des matériaux qui sont utilisés pour les voyages dans l'espace. Enfin, des trucs. C'est très technologique. C'est vraiment, c'est allé très très loin. Mais bizarrement, le confort de la tête, je sais pas pourquoi, ça a été mis de côté. Et d'ailleurs, tous les gens qui testent nos coussins, même là, au concours Lépine, on a un fauteuil et une chaise longue, et les gens nous disent à chaque fois, mais c'est vrai que quand je suis à la maison, je suis installé, je suis très bien installé au niveau du corps, et puis la tête, rien. Je suis dans le vide, je suis obligé de tenir. Faut savoir que notre tête, elle pèse 5 kilos quand même. 5 kilos, c'est pas mal, hein. Toute la journée, sur des cervicales qui sont pas très très grosses finalement. Ça fait une charge conséquente. Hein. Et en plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes de dos, mais aussi de cou, parce qu'on est congé, machin. Des téléphones portables, la tête en avant. Ça, c'est terrible. Donc, Quand on a la tête penchée sur le téléphone, c'est comme si elle pesait 30 kilos pour les cervicales. C'est une très grosse charge. Donc, ouais. Et je reviens un peu, avant de passer sur la prise de décision en elle-même aujourd'hui, c'est une question que quand j'ai lu en fait, quand j'ai un peu cherché ce que vous faisiez et tout ça, et que j'ai découvert, je me suis dit, quelle a dû être la tête de votre banquier le jour où vous êtes arrivé vers lui, vous lui avez dit, voilà, on va lancer avec ce produit, on a besoin de autant, sûrement de milliers d'euros pour développer notre chaîne industrielle en France, est-ce que vous nous suivez? Eh bien, écoute, figure-toi que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ah, on l'a pas fait. Vous n'êtes pas allé. Non. Parce On n'est pas eu. qu'on n'a pas eu besoin. On a pris sur nos fonds propres un petit peu, mais enfin, on n'a pas investi beaucoup au démarrage, donc ça ne nécessitait pas. On a fait grandir l'entreprise petit à petit, donc même au niveau du matériel, des machines à coudre et tout ça, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Et c'est que plus tard, finalement, quand l'entreprise a été déjà bien lancée, qu'on a sollicité la banque pour des prêts bancaires pour pouvoir effectivement acheter un petit peu plus de matériel. Et vu que l'entreprise était déjà lancée, ça n'a posé aucun problème, en fait. Donc, on a démarré avec pas grand-chose. Mais d'ailleurs, peut-être tu peux préciser par rapport à la prise de décision, effectivement, nos statuts à l'époque. C'est aussi parce que les gens vont se demander comment, effectivement, on passe de salarié. Enfin, du coup, on était freelance. Et comment on passe effectivement à l'entreprise. Oui, ça s'est fait très progressivement. Ouais, ça s'est fait très très progressivement. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, bon allez, on arrête tout, on lance une entreprise. En fait, encore une fois, les planètes étaient bien alignées. À ce moment-là, on était tous les deux freelance. Donc, ça nous a permis de lancer l'activité tout en gardant nos clients de notre activité de free. Et c'est petit à petit qu'on a pris moins de contrats en free, qu'on s'est consacré de plus en plus à l'entreprise. Et donc, il y a eu comme ça quelque chose de progressif. Je sais pas, la première année, la deuxième année, quand on s'est lancé, c'est pas qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller avec l'entreprise, mais on a un peu suivi comme ça l'avancement sans objectif financier ou autre particulier. Et ça a changé quand on a créé notre lieu de production avec des salariés, en fait. Mais jusque-là, pendant ces 2 premières années, ça s'est fait très en douceur.
Et on n'a pas sollicité la banque avant de louer le local dans lequel on est, là, de 350 mètres carrés. Donc, Oui, vous avez grandi organiquement avec tout ce qu'on peut faire de manière organique avant de vraiment mettre oui, puis en vendant sur Internet, c'est immédiat. Un client achète, l'argent, il arrive sur le compte de l'entreprise. Donc, en fait, on n'a pas eu besoin de faire des gros investissements. Et puis on s'est salarié bien plus tard. Et finalement, on s'est salarié après des salariés Oui. qu'on a eu avant nous d'être nous-mêmes intégrés. Oui, moi j'ai gardé mes clients assez longtemps parce que j'en ai une clientèle déjà fidèle et je générais un bon chiffre d'affaires avec le freelance. Donc j'ai gardé comme ça quelques contrats que j'ai finis, qui étaient des projets un peu longs et que je voulais terminer. Et voilà, finalement ça s'est bien fait. On a commencé à se rémunérer quand tout ça a été terminé. Ce qui est important de dire, parce que souvent on a l'image du chef d'entreprise qui crée sa boîte puis qui se verse un salaire. Bon, en plus dans l'imaginaire, gros salaire. Alors que quand on lance sa boîte, non. Ben, effectivement, moi je comprenais pas trop au début pourquoi tout le monde disait oh mais quand tu crées ta boîte, de toute façon les 2 premières années tu peux pas te payer. Bon, je me disais il y a de l'argent qui rentre, pourquoi tu peux pas te payer? Bon, j'ai compris. Mais en fait, c'est que pour que la boîte tourne, il faut avoir des personnes qui, nous en l'occurrence, qui vont fabriquer, et ces personnes, il faut les payer. Donc bien évidemment que c'est toutes ces personnes-là qui sont salariées en priorité. Nous, on a eu la chance de pouvoir avoir des revenus en parallèle avec nos activités et on s'est rémunéré quand la boîte était suffisamment stable pour pouvoir supporter 2 salaires de plus en fait. Donc, c'était pas 2 ans, c'était même plus. Ouais, Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même 10 dans l'entreprise et on peut se rémunérer. Mais effectivement, avec notre modèle économique, voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le chef d'entreprise qui crée sa boîte et puis hop, 6 mois après, il se fait un salaire de dingue. Non, ça marche pas du tout comme ça. Non. Et- Il faut être patient. Et on a justement, vous êtes aujourd'hui co-dirigeant, Mhm. je présume sûrement à du 50-50 en termes de part. Comment vous prenez des décisions, alors pas au jour le jour, parce que si, jour le jour dans l'entreprise, concernant aussi des décisions stratégiques, est-ce que vous avez chacun votre domaine? Est-ce que vous avez comment vous échangez? Comment ça se passe un peu la prise de décision? Oui, des décisions, effectivement, il y en a tous les jours à prendre. Après, il y en a des plus importantes que d'autres. Il est vrai qu'au fil du temps, au début, on faisait tout ensemble. Et puis, au fil du temps, on s'est un peu spécialisé chacun dans des domaines un peu particuliers. Donc moi, plutôt dans le pilotage financier de production. Laurent, plutôt sur la partie R&D, les fournisseurs, le sourcing, enfin voilà, plein d'autres choses. Donc on va déjà avoir chacun notre spécialité dans la prise de décision. Mais il est vrai qu'on est quand même très 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 souvent sur la même longueur d'onde sur les prises de décision. Ouais. S'il y en a un qui a un doute, voilà, si l'enjeu est pas hyper important, voilà, on prend quand même la décision de concert et puis on teste. Mais c'est vrai que globalement, et je pense que c'est hyper important dans une association comme ça, dans une entreprise, que les associés, les dirigeants aient une vision commune. Ouais. Parce que on est sûr d'aller dans la même direction et il n'y a pas de... s'il n'y a pas de conflit dans la prise de décision, si on a la même vision commune, il y a plus de chances qu'on arrive au bon endroit. Ouais. Et à mon avis, si on rentre un peu dans le détail de ça, je pense que ça tient beaucoup en fait à la définition des valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que à partir du moment où on est d'accord, par exemple, de se dire on fait du Made in France, on fait un gros effort sur la partie empreinte environnementale et produits, qu'on essaie de réduire au maximum. On est raccord sur le... on met comme valeur comme on dit, par rapport aux salariés, l'environnement de travail, leur permettre de travailler dans des bonnes conditions, voilà, ces choses-là. Et puis après, par rapport aux clients, c'est-à-dire de fabriquer un produit qui est le plus qualitatif possible
En fait, déjà, quand on aligne toutes ces valeurs-là, et si on se dit: «Bon, OK, on est d'accord là-dessus», Mmh. finalement, en fait, la définition, de base, fait que, ça peut, il y a pas trop de conflits qui peuvent arriver parce que, il y a plein de choses, sur lesquelles on est d'accord et donc Mais c'est vrai qu'au début, quand même, on a rencontré des difficultés à prendre des décisions. Oui. Parce que, forcément, il y a toujours plein de possibilités possibles, on a plein de choix qui s'offrent à nous et des fois, on ne savait pas quelle, décision dans tout ça choisir et on a été accompagnés, notamment par Réseau Entreprendre, OK. qui nous a fait un bien fou, qui nous a fait travailler effectivement sur ses valeurs, sur tout ça et qui aujourd'hui nous aide à prendre ces décisions beaucoup plus facilement. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas bien défini notre projet, ce qui est important pour nous, oui, des solutions, il y a plein de choix possibles. Donc, on a toujours peur de faire le mauvais, mais quand on définit bien son projet en amont et effectivement les valeurs, ça aide vraiment dans la prise de décision. Ça aide à prendre la décision. Après, il peut y avoir je suppose que vous êtes sûrement trompé sur plein de choses, mais ça permet au moins d'être en accord et d'après d'évoluer, de modifier après aussi, ouais. et ce qui est important, c'est qu'on est d'accord sur des très, très grandes lignes. C'est vraiment, un peu l'ADN de l'entreprise, quoi. Donc si on est d'accord là-dessus, le noyau dur, Ouais. en fait, après, sur des petites décisions, tu vois, c'est des choses, Ouais. effectivement qui me donnent une direction et d'ailleurs, quand on travaillait en agence, de communication, en fait, c'est vrai qu'on avait un peu cette, démarche-là aussi avec les clients. C'est-à-dire de leur dire: d'abord définissez bien, les valeurs de votre entreprise, clairement, un message, un seul message quoi. Un message clair. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre proposition? Et quand on a ça, en fait, c'est comme une boussole. Donc du coup, on voit la direction. Donc quand on a une boussole, ça y est, ce qui est bien, c'est qu'on se pose pas des questions à chaque croisée de chemin, quoi. On suit, la direction et donc on n'est pas là en train: «Ah oui, tiens, non, mais on pourrait peut-être aller par là. Ah non, par là», Mais c'est pas non. facile quand même, c'est vrai. C'est pas facile de bien, régler sa boussole et de savoir, oui, quelle direction on va aller parce que quand on a vraiment la tête dans le guidon, Oui, et je pense que les moments où on a eu, des précisions plus difficiles, c'est des escaliers. Mmh. C'est-à-dire on passe d'une marche à l'autre et là on change de parce que par exemple, là, quand on a créé notre atelier, là c'est sûr, tout d'un coup, Passage de palier. voilà, en fait, c'est aussi, réorganiser, en interne, toute l'entreprise, intégrer de nouvelles personnes, donc et puis du coup, nous aussi, avoir une nouvelle connaissance. Par exemple, nous, on savait pas ce que c'était, des gammes de montage, qui est un peu la partition des couturières pour fabriquer un coussin. On savait pas, qu'est-ce que c'était, un planning de production dans un atelier, des choses comme ça et donc ça, il faut apprendre. Mais ça, c'est des étapes, mais en fait, par rapport à la direction générale, enfin un escalier, il y a beau y avoir des marches, il va quand même, toujours dans la même direction, quoi. Et tu parlais de décisions difficiles. J'ai envie de vous demander, quelle est votre dernière décision un peu difficile? Qui a alors pas forcément, très impactante, mais qui a, mais il y en a plein, des décisions alors décisions, difficiles, c'est-à-dire des décisions où on n'a pas envie de se planter, quoi. ouais, c'est ça, partir. Par exemple, là, on vient de s'ouvrir au marché allemand. On a créé un nouveau site vraiment dédié à l'Allemagne. Ça, c'était une décision importante parce que, ça occasionne quand même des frais. Il faut investir du temps et de l'argent sur un nouveau site, lancer des ads, avoir des personnes qui vont être dédiées à ce marché-là, toute une partie logistique. Donc, voilà, la question c'est est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied en se lançant dans ce projet? Ouais. Oui, mais est-ce que c'est pas plus important de se lancer sur le marché allemand, par sécurité? Voilà, on est un peu, tiraillés et c'est pas des décisions anodines parce que si on met plusieurs, dizaines de milliers d'euros, dans un projet et puis qu'on se rend compte au bout de 2 ans qu'on s'est planté, on peut mettre facilement l'entreprise en difficulté. Donc, quand on a une certaine stabilité, voilà, c'est à la fois, de la prise de risque, mais en ayant quand même étudié, la question mais bon, c'est quand même une prise de risque de toute façon. Ouais.
Je vais avoir une avant-dernière question. Au vu de votre expérience dans votre domaine d'activité, si vous aviez quelqu'un qui voudrait commencer dans ce milieu de domaine d'activité ou dans un autre, quel conseil vous lui donneriez sur son début d'aventure pour que vous ayez trouvé, soit dès le début, soit que vous avez acquis au fur et à mesure, et qui aujourd'hui vous aurez bien aimé qu'on vous donne au début? Pouf, tant de conseils qu'on nous a donnés qui nous ont été utiles. Je sais pas, t'as quoi qui te vient à l'esprit en premier? Moi, je pense au marathon. Le marathon? Il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent dans des projets à fond, à fond. Il faut pas oublier qu'en fait, ça ne se calme pas Non. et qu'il faut partir. Voilà, c'est un marathon. Donc, ça sert à rien de partir comme un dingue et de mettre toute l'énergie, toute la santé, bosser jour, nuit, week-end. Voilà, ça ne va pas se calmer. Donc, il y a un On le souhaite. il y a un peu ce truc de c'est sur la durée. C'est pas du ski. Il faut quand même prendre soin de soi aussi. Ouais. Alors que c'est vrai qu'on est tenté au début, parce que moi je me souviens au début, on était tenté d'aller vite parce qu'il y a un peu cette idée que il faut pas se faire doubler, il faut être le premier. Plein de choses à faire. Oui, oui, il y a énormément de choses à faire, mais finalement cette impatience, elle est pas justifiée. Ça peut être très dangereux. Effectivement, comme tu le dis, quand on va trop vite au départ, on peut vite s'épuiser et justement pas du tout tenir dans la longueur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller lentement dans le lancement de l'entreprise, mais quand on démarre, on fait beaucoup de choses seul. Au début, on était 2, Oui. heureusement, maintenant, on est 10 et il y a des choses qu'on ne fait plus. Mais aussi, cette charge de travail hyper importante, on peut la gérer sur une durée courte, mais il ne faut pas oublier que ça va continuer et qu'il L'effort est continu en fait, donc il faut pas trop. faut être vigilant. Ouais, c'est ça, il faut faire un effort mesuré en se disant ça va, de toute façon ça va continuer. Et donc voilà. Voilà, sinon, ça finit en burn-out, en maladie. Tu peux vite à gérer. Allez, dommage. Oui, Ouais. Non. Et après, moi je pense qu'il y a aussi, nous dans notre parcours du coup, je trouve qu'une chose qui est importante, c'est quand même de croire en ses valeurs et de quand même, alors pas, il faut pas être, comment on pourrait dire, faut pas se mettre des œillères. C'est-à-dire que si les gens autour de nous disent des choses ou mettent en garde, ça peut être intéressant de les écouter, mais il faut toujours quand même aller après vérifier les informations et quand même être à l'écoute de ce qui se fait autour de nous. Voilà, nous, si on n'avait pas vu les exemples, par exemple, de ce que je disais 1083 tout à l'heure, les jeans, on aurait pu passer à côté. On aurait pu se dire, en fait, on n'a pas le choix, il faut fabriquer en Chine, en Asie, et puis du coup, on l'aurait pas fait. Enfin, ça aurait été complètement différent. On n'aurait pas créé d'emploi sur la partie éco-responsable aussi. C'est-à-dire que si on interroge aujourd'hui une entreprise qui fabrique des coussins, par exemple, depuis 30 ans, et qu'on leur dit, mais pourquoi vous ne prenez pas du recyclage pour le garnissage? En fait, la réponse, elle est simple, c'est que eux, ils vendent leurs coussins depuis 30 ans avec un prix qui est basé sur le prix d'un matériau non recyclé qui coûte 3 fois moins cher. Donc si on leur dit, maintenant, tout ce qui est dans votre coussin, ça va coûter 3 fois plus cher, ça va être très difficile de le faire par rapport à... Donc, nous, on a eu la chance de commencer l'entreprise en se disant, on va chercher ce matériau-là. Et ça, il faut se faire confiance par rapport à ça et pas hésiter à démarrer avec les envies qu'on a, parce que c'est quand même faisable, la preuve. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment important Et quand même, de s'écouter. un dernier point pour rebondir sur la prise de décision. Justement, la prise de décision, ça fait partie du quotidien et il faut prendre des décisions rapides, mais quand même bien prises. Mais je veux dire, il ne faut pas rester enlisé dans quelque chose parce qu'on l'avait imaginé de telle manière. Des fois, ce qu'on a imaginé, ça ne marche pas. Des fois, ce qu'on avait projeté, ça ne correspond pas. Des fois, on a des décisions à prendre qu'on n'a pas envie de prendre, mais il faut quand même le faire parce que c'est important pour l'entreprise. Et faut être réactif et
pas rester enfermé dans quelque chose qu'on pourrait avoir projeté, ou si la situation n'est pas terrible, on ne peut pas se dire bon, ça va passer. D'accord. Voilà, faut être rapide, efficace. Ouais. C'est un truc qui m'avait marqué dans le livre de Thomas. J'en parlais tout à l'heure. Et à un moment, il disait que il s'était rendu compte que, en fait, il est toujours temps de changer. Oui, Et des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont établies, viables, et alors on se dit, bon, ben, oui, toujours. maintenant, c'est comme ça, voilà, et puis on n'a plus rien à y faire, ça tourne. Et il disait, mais pas du tout, pas du tout. En fait, la vie de l'entreprise, en fait, l'entreprise, c'est un organisme vivant. En fait, il faut pas oublier ça, quoi. C'est complètement vivant. Les gens, d'abord, qui font l'entreprise, mais l'entreprise elle-même, elle est vivante, et même les produits sont vivants. Nous, on fait des collections, et il y a toujours des choses qui... Et alors, il disait vraiment, si à un moment vous détectez un problème, si vous pensez qu'il y a une amélioration qui est possible, mais il est tout le temps, toujours temps de le faire, et ça sera toujours mieux, même il dit, de le faire dès que vous le détectez. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison de reporter, de se dire, oui, non, mais on le fera dans 2 ans, on le fera dans 3 ans. Bien souvent, le début de la fin de cette décision, exactement, sur ce point-là, ou alors on arrive dans 3 ans, on dit ah, on a peut-être dû faire ça avant. On aurait dû le faire, ouais, exactement. Exactement. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup pour tous les conseils. Dernière question, c'est si on veut vous contacter, trouver les différents produits Petit Cador, parce que je suis pas sûr qu'on les dit le nom de la marque. mais oui, enfin, c'est... C'est, on a parlé de Disait dehors, mais Petit Cador. Ouais, Euh, petit cador. mais où est-ce qu'on peut vous retrouver? On a parlé de vente en ligne, de points de vente. Ah bah oui, on peut nous retrouver du coup en ligne, donc sur notre site internet, petitcador.com, donc petit au pluriel, cador au pluriel.com. On a, après Muriel en a parlé, on a un petit réseau de revendeurs de concept store essentiellement. Il y a une carte sur le site avec les points de vente. Oui, pour ceux qui veulent aller les voir près de chez eux, Exactement. pour voir à quoi ça ressemble, la qualité. Voilà, et puis pour les gens qui habitent pas loin de Toulouse, en région toulousaine, ou des gens qui ont l'occasion de passer par la région toulousaine, évidemment, on est aussi, on accueille les gens qui passent à notre atelier directement. On peut acheter sur place à l'atelier, et surtout, ce qui est chouette quand les gens passent à l'atelier, c'est qu'on peut leur montrer la fabrication, puisque justement, on est fabricant. Donc voilà, on peut découvrir le travail des couturières, le garnissage, et choisir les produits directement dans les stocks. Donc voilà. Et les gens, d'ailleurs, j'en profite, ça aussi, on l'avait découvert dans le travail de 1083, où il parlait du fait d'avoir des ateliers propres. Il y a un truc qui est fascinant, c'est que quand les gens découvrent le processus de fabrication, bah en fait, ça transforme l'acte d'achat, qui n'est plus du tout juste un acte d'achat, une transaction financière en fait. C'est qu'il y a une magie qui tout de suite s'installe. On a vu les gens qui fabriquent, on s'est rendu compte qu'il y a des gens derrière une machine qui prennent soin de l'objet, qui ont un savoir-faire. Ça donne une vraie émotion. Et c'est complètement magique. Vraiment, il y a une transformation. C'est pas, voilà, on n'achète pas qu'un produit, on achète quelque chose qui a été vu, fabriqué. Et alors là, vraiment, c'est incroyable. Et nous, on le voit vraiment, tous les gens qui visitent. Et alors, encore plus dans le textile, parce que le textile, les gens n'ont plus aucune occasion de voir la fabrication des objets textiles, quoi. Les seuls moments où on voit, c'est sur les réseaux sociaux, quand ça Oui. fait le bout du monde et ça. Donc, et du coup, c'est dommage, c'est une très mauvaise image, et c'est souvent une image pour mettre en alerte sur le fait que justement, on ne devrait pas acheter ces produits-là. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, Oui, merci à toi. allez acheter et allez passer à l'usine. Oui, moi j'aurais adoré l'idée de ça. Peut-être tu auras l'occasion. Ah bah avec plaisir. J'ai le projet d'aller sur Montpellier-Toulouse. Donc bon, Ben, écoute, c'est sur le trajet. voilà. Tu vas être obligé de t'arrêter. Et ben merci beaucoup de votre temps. Et puis au plaisir de vous revoir sur le podcast, peut-être dans quelques années. Ouais, avec grand plaisir. Pour reposer d'autres prises de décision. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour
retirez les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit que j'ai beaucoup apprécié avec Muriel et Laurent, c'est qu'ils nous ont amenés dans cette période de l'entreprise où on est entre le faire soi-même et l'industrialisation. Alors oui, eux, ça fait quelques temps qu'ils sont passés à cette étape d'industrialisation, mais voilà, c'est assez frais pour revenir sur les différents choix qui les ont amenés à décider de partir sur de l'industrialisation, du fait main, du Made in France, pourquoi pas externaliser. Et vraiment, ils nous expliquent dans leur conception, leur vision, comment ils sont passés par toutes ces étapes. Ce qui, on le sent à travers le podcast et a posteriori pourrait sembler logique et fluide, mais il exprime aussi, c'est que toutes ces étapes se sont faites petit à petit suite aux contraintes qu'ils ont rencontrées, aux différentes difficultés et qu'ils ont beaucoup évolué. Ils ne seraient jamais venus à l'idée, dans leur début d'entreprise, à ce qu'ils aient une entreprise avec un site industriel et tout ça. Ça, on le ressent. Et ça, ils nous l'expliquent bien. Et c'est ça que je voudrais retirer de ce podcast, de comment on est plongé dans cette phase d'industrialisation et qui, je pense, va encore bien grossir dans les années à venir. Voilà moi ce que je retiens de ce podcast. Et toi, dis-moi ce que tu en penses de ce podcast. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.